C'est le moment de vous présenter les 3 nouveaux verres de la collection en collaboration avec Laclos Locaux. Donc, le premier, c'est celui-ci, le Be Kind to Your Mind. Il y a des petits bonhommes sourires dessus avec des petites marguerites. Le deuxième, on a le Girl Matte. Il est vraiment mignon. Puis, ce qui est vraiment le fun de ces verres-là, c'est qu'ils sont imprimés des deux côtés. Donc, quand on tourne le verre, là, vous pouvez voir quand même l'impression de l'autre côté. Et le dernier, c'est le « Attends, je suis en train de vivre mes émotions » avec plein de petits bonhommes sourires. Donc, si vous voulez vous procurer un des verres, ils sont disponibles sur le site de Laclos Locaux. Le lien est dans la description. Bienvenue dans un tout nouvel épisode d'Inspire-toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Isabelle Bonin, qui est derrière l'application Constance. Allô, Isabelle? Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui, je te remercie d'être ici. Fait que, avant qu'on commence, là, Isabelle, j'avais envie qu'on parle un petit peu de ton parcours. Parce que toi, tu es avocate. Oui. Puis, dans le fond, tu as comme lâché le droit, tout en conservant ton droit de pratique, mais pour te tourner vers l'entrepreneuriat. Ouais. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de... tu sais, ça a été quoi ton cheminement de vouloir aller en droit? Puis après ça, pourquoi tu as choisi de t'enligner vers l'entrepreneuriat? OK. C'est une vraiment bonne question de pourquoi je suis allée en droit. Tu sais, j'espère que ça change avec les années puis que la Gen Z, qu'on appelle, elle s'assume plus. Puis ça. Mais on dirait que dans mon temps, moi, j'allais à l'école privée, OK? Puis on dirait qu'il y avait juste 3 métiers qui existaient. Médecin, ingénieur, avocat, OK? Puis on dirait que c'était juste ça. Puis qu'on se faisait juste parler de ça quasiment. Puis des métiers comme policier, infirmière. Tu sais, comme... Puis moi, je constate que, mettons, être infirmière, c'est un métier exceptionnel, mettons. Puis on dirait que vraiment, quand j'étais à l'école, puis je veux pas dire que c'était mon école qui agitait comme ça, mais il y avait comme si c'était un des sous-métiers. Genre, tu sais, il y avait comme les métiers qui font de l'argent, puis les métiers que, ben, tu vas avoir une vie correcte, mais tu feras pas full d'argent. Puis ce qui était valorisé, c'était de faire de l'argent. Puis je sais pas pourquoi. On dirait que je me demande parce que maintenant que je vois des avocats, je connais plein d'avocats qui font moins d'argent que des infirmières, par exemple. T'sais? Ah ouais? Oui. Ça, j'aurais pas pensé ça, Oui. par exemple. Il y a les avocats, comme ça peut faire de l'argent, mais ça puis au terme de nombre d'heures aussi travailler. Puis ça, il faut voir son prorata comme combien tu fais d'argent à l'heure mis dans ton emploi. Ça aussi, il faut le voir. T'sais. Puis c'est ça. Fait que moi, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'étais quand même vraiment, j'avais beaucoup facilité à l'école. Je suis allée au cégep en me disant, on va ouvrir des portes, je vais aller en sciences nature. Dans le temps, c'était comme faire ta chimie, tes maths fortes, tout ça. Mais moi, je rentre dans un hôpital puis je m'évanouis, OK? Je fais une chute de pression. Fait qu'il n'y avait aucune chance que je devienne médecin. J'essayais de penser à tous les types de médecine, puis il n'y en avait aucune que j'aurais pu faire sans faire des chutes de pression. Comme ça marchait pas, là. Fait que je me suis dit, bon, c'est pas pour moi. Puis ingénieur, ça m'intéressait pas. Puis on me disait tout le temps que j'étais une personne... d'opinion qui était ancrée dans mes opinions, justement, puis tout ça, puis que j'étais bonne dans les débats, puis ces choses-là. Puis on dirait qu'on associe toujours l'avocat à aller en cours, là, aller faire des procès, puis tout ça. Mais c'est tellement pas le cas. Là. Il y a comme, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais vraiment un plus faible pourcentage des avocats qui vont en cours comparativement à qui ne va pas du tout en cours. OK, mais ils font quoi s'ils vont pas en cours? Ils font des contrats, ils font des ventes-acquisitions d'entreprises, ils font de la propriété intellectuelle, ils font tout ce que tu peux te poser comme question en te disant, est-ce que c'est légal? Est-ce que je peux me protéger? Tu sais, si par exemple, tu as signé un contrat ici pour être dans le studio, tu aurais voulu le faire réviser, ben c'est à un avocat qui t'aurait envoyé ça. Si quelqu'un te doit de l'argent, tu vas y envoyer une mise en demeure. C'est pas nécessairement, ça va pas se rendre à procès nécessairement. Tu sais, il va y avoir plein d'étapes avant qui vont peut-être faire en sorte que vous allez régler sans aller à procès. Fait qu'il y a pas grand-chose qui... Ben, pas grand-chose, il y en a, mais c'est pas la plupart des avocats qui se rendent à procès. Puis, moi, je me disais, oui, je vais être une avocate qui va comme aller en procès, blablabla, puis tout ça. Je fais mon droit, puis je réalise rapidement que moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup tout ce qui est business. OK? J'aimais vraiment, comme moi, mon père, c'est un président d'entreprise, ma mère, c'est une entrepreneur, puis elle a été, dans le fond, elle a été directrice longtemps pour une entreprise, puis elle est devenue entrepreneur. Puis là, à mon université à Sherbrooke, il y avait l'option de faire un MBA en même temps de faire son droit, ce qui est une maîtrise en administration des affaires. Donc, moi, j'ai sauté là sur l'opportunité, puis j'ai fait ça. Et vite, j'ai réalisé, ben je pense pas finalement que je vais aller faire du litige qu'on appelle, qui est d'aller en procès, tout ça. D'un, moi, me faire comme engueuler, là, je pleure automatiquement. Tu parles un petit peu plus fort que la moyenne, là, puis je me mets à pleurer. Ouais. Je suis pas capable de me faire parler fort. Genre, tu peux pas me monter le ton contre moi. Puis là, je me disais, je vais aller dans un procès, il va y avoir un avocat qui va comme monter le ton contre moi ou un juge qui va me réprimander parce que je vais avoir dit ou fait quelque chose pas correctement. Ça me conviendra pas, là, tu sais. Fait que j'ai décidé d'aller en droit corpo, qu'on appelle, qui est de l'acquisition, vente d'entreprise, de la fiscalité,
toutes des choses comme ça, mettons, puis des contrats, puis des trucs comme ça. Puis honnêtement, juste avant d'aller en droit, là, j'étais allée visiter l'Université Laval avec une de mes amies qui hésitait à aller en nutrition. Puis j'ai genre trippé ma vie, OK? J'étais genre, waouh, faut t'ailler là-dedans, c'est tellement le fun, ça a l'air tellement cool, puis tout. Mais moi, on dirait que je m'offrais pas cette option-là. C'était comme si moi, c'était comme tout le monde me voyait avocate, j'allais être avocate. T'sais, c'était comme, je m'écoutais pas. J'écoutais pas mes propres opinions, mon propre ressenti, mes propres intérêts. T'sais, déjà là, à ce moment-là, j'avais beaucoup d'intérêt pour la nutrition, l'entraînement, puis je me suis pas écoutée. Puis j'ai fait juste, moi, c'était job done. Genre, faut que je fasse ça. Je m'en vais en droit, faut que je finisse mon droit. Je peux pas changer d'idée. Genre, je commence quelque chose, faut que je le finisse. J'ai toujours été comme ça. Est-ce que tu penses que tu avais une certaine pression de la part de tes parents, mettons, d'aller dans ce genre de domaine-là? Ou... Je pense que eux, ils m'encourageraient dans peu importe dans quoi, dans le sens que mes parents sont... Mais je pense que vu que je leur avais parlé de mon intérêt pour le droit, ben ils ont juste comme embarqué dans mon intérêt puis ils m'ont poussé là-dedans. Mais c'était pas pour me pousser pour pas que j'aille dans d'autres choses. Je pense que c'était juste comme pour m'encourager. Ben, elle veut être avocate, on va l'encourager à être avocate. Fait que dès que j'ai démontré que j'avais un intérêt pour ça, mais non, j'avais pas. Mes parents, c'est pas des gens qui mettent de la pression, c'est des gens qui encouragent. OK. Fait que, ouais, j'avais pas vraiment... C'était pas une pression de eux, c'était plus, on dirait, de la société. Que comme, faut que tu utilises tes compétences. T'es bonne à l'école, bon, mais il faut que t'ailles en droit. Là. Je sais pas comment l'expliquer. On dirait que c'est comme... Mais c'est que je crois qu'encore aujourd'hui, c'est encore très valorisé dans la société de faire de l'argent. Puis d'un certain sens, je comprends parce que la vie est quand même difficile là, quand tu fais pas d'argent puis que, tu sais, mettons, t'as de la misère à boucler tes fins de mois. Là. Surtout, plus le temps avance, plus l'inflation monte et tout ça. Fait que je pense que ça sécurise beaucoup de monde d'aller dans des professions qui savent qu'ils vont avoir, tu sais, comme le coussin financier pour être capable d'accoter le mode de vie puis qui seront pas tout le temps égorgés à avoir de la misère à boucler le fin de mois. Oui, j'ai l'impression qu'on est juste trop dans le traditionnel. Dans le sens que moi, je pense vraiment que quand t'aimes quelque chose, tu peux le monétiser. Oui, je suis d'accord. Tu peux trouver une manière de faire de l'argent avec ça. Si, justement... t'es infirmière puis t'aimes vraiment ça. Va-t'en super infirmière, continue tes études pour devenir super infirmière ou je connais des infirmières qui ont parti des cliniques privées là, de juste des infirmières puis là ils offrent un genre de service d'urgence comme des cliniques avec des médecins sauf qu'ils peuvent prescrire vu que justement ils ont leur bac puis des choses comme ça. Puis je me dis va dans quelque chose que t'aimes puis ça va se monétiser. Je suis certaine de ça. On dirait que je suis 100% certaine de ça. C'est juste que les gens voient juste le traditionnel de la chose. Ils voient juste comme, ben là, j'aime enseigner, il faut que j'enseigne à l'école, il faut que je devienne enseignante. Non, il y a plein d'autres manières d'enseigner qui pourraient être plus, justement, rentables pour toi, mais tu visualises juste le traditionnel. Donc, tu te dis, ah, ben là, je vois les professeurs, ils en arrachent, ça a l'air d'être de la merde, tout ça. J'oublie cette carrière-là, même si c'est ma carrière de rêve, moi, d'enseigner. Je suis vraiment d'accord. Mais en même temps, tu vois, je trouve qu'il y a comme il y a aussi un mais à ça. C'est si, mettons, justement, t'es la personne où est-ce que t'es pas capable d'arriver à la fin du mois, puis que là, on te demande de comme te lancer dans le vide pour passer à une autre carrière. Exemple, tu sais, de passer, toi, du droit vers l'entrepreneuriat. Ça prend quand même un certain coussin financier pour pouvoir... Mais moi, je le parle genre avant. Là. Dans le sens que, mettons, t'es aux études, plus jeune, puis là, on te dit que l'enseignement, c'est juste d'être enseignant au primaire ou au secondaire. Non, c'est pas ça. Il existe plein d'autres façons d'enseigner. Effectivement, quand j'ai fait le saut, ça a été la chose la plus difficile à prendre comme décision. Puis je le conseille pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut prendre ce genre de décision risquée-là. Parce que c'est pas tout le monde qui... Il y a beaucoup de monde qui vont vivre avec du stress financier. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assurée quand, dans le fond, à ce moment-là, j'étais rendue dans une entreprise comme avocate. J'étais directrice juridique, j'avais un excessivement bon salaire. Puis beaucoup de belles responsabilités, un bel avenir devant moi, une compagnie qui me faisait confiance. Puis moi, j'aimais ça. Dans le sens que si tu me demandes travail d'avocate de rêve, c'est quoi? C'était ça. Mais j'avais des opportunités. Dans le fond, mon sideline grossissait. Puis là, j'étais comme, faut que je fasse un choix. Il faut soit que je me lance dedans, puis j'y vais, puis je me fais confiance, puis tout ça, ou je garde ma job, puis je continue de garder ça petit, juste en petit sideline. Puis tu sais, au final, mon travail d'avocate plus ce sideline-là, ça me ramenait énormément d'argent. Tu sais, si t'additionnes les deux. Fait que là, il fallait que c'est comme si je me disais, je peux juste continuer de faire ça comme ça, puis justement, garder ce gros revenu-là, ou risquer de faire un vraiment moins gros revenu en allant dans mon entreprise à temps plein, en sachant pas si je vais avoir plus de monde qui vont me faire confiance, plus de membres, tout ça.
Mais à un moment donné, moi, j'ai juste comme décidé, c'est là ou jamais. Tu sais, c'était comme... Puis j'avais fait quand même un gros coussin financier. Moi, j'avais décidé, il fallait que j'accumule assez d'argent pour pouvoir vivre pendant 1 an sans revenu. Là. Mais ça, c'est super bon parce que ça l'enlève quand même un stress. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu aies un coussin financier parce que tes clients, ils doivent pas payer ton épicerie. Parce que s'ils payent ton épicerie, tu vas agir différemment avec eux, puis tu n'auras pas la même attitude, puis ça va transparaître dans ton service. Fait que moi, je voulais pas que mes clients payent mon épicerie. Je voulais que mes clients, ça soit encore vu comme un surplus. Comme si, comme quand j'étais avocate, c'était un surplus. Fait que j'agissais d'une manière que ça paraissait que c'était un surplus. J'étais pas à l'argent, tu sais. Ouais. En ayant mon coussin financier énorme, c'est la même chose que j'ai fait. J'ai pas été à l'argent. Ça s'est vu, ça a transparu. C'est au point que quand j'ai parti, dans le fond, mon sideline, mon abonnement à mon groupe Facebook, il était... À ce moment-là, c'était 40 $ par mois, OK? Puis quand j'ai parti mon app, j'ai mis ça à 34 $ par mois. Puis les gens ont fait « Ah, comment ça, tu diminues le prix, tu sais? » J'étais comme « Ben là, parce que c'est une compagnie que je veux voir grossir, je veux qu'il y ait plus de monde, puis tout ça. Fait que je veux mettre le prix plus bas. » Tu sais, j'avais pas peur de faire moins d'argent parce que j'avais justement un coussin financier qui avait du sens. Puis pour vrai, je faisais vraiment confiance à ma communauté, à mon entreprise, au bouche à oreille, tout ça. Mais tu sais, moi, j'ai toujours jamais tombé dessus mon entreprise. Là, comme j'ai pas cherché à avoir une entreprise. OK, mais explique-moi ça. Comment t'en es venu à te lancer là-dedans puis, tu sais, faire le saut de... Parce que, dans le fond, là, ce que je comprends, c'est que t'as eu ton entreprise en même temps que t'étais avocate. Mais comment c'est venu l'idée de partir? J'ai pas eu la Inc., mais j'avais le sideline, mettons. Dans le sens que ce qui est arrivé, c'est que moi, je m'entraîne depuis 2013, puis je m'entraîne avec, mettons, mes propres entraînements que j'écris sur des bouts de papier depuis genre 8 ans. Ça fait quand même vraiment longtemps que j'écris mes propres petits workouts, je m'en vais au gym, puis moi, je faisais pas de machine, je me prenais un espace, là, puis je prenais des poids libres. Puis ça, c'était mes workouts, je les faisais moi-même, je les organisais moi-même. Fait que ça faisait longtemps que je faisais ça. Puis, fait que moi, quand est arrivée la pandémie, puis qu'ils nous ont dit les gyms sont fermés, ça n'a rien changé dans ma vie. J'ai juste continué de m'entraîner avec mes petits poids libres dans mon salon. Puis ce que j'ai commencé à faire, c'est... Dans le fond, c'est genre... comment c'est arrivé? Le premier client que j'ai eu, là, c'est que j'étais allée dans un chalet, dans une cabane de pêche, OK, avec mon chum, puis un ami à lui puis sa blonde. Puis on s'est mis en maillot de bain, bien entendu, puis on a fait ce qu'il faisait chaud, puis on faisait de la pêche. Puis sa blonde, au gars, elle me dit, Van, qui est rendu mon ami, elle me dit, elle me regarde, puis elle est un peu pompette. Elle fait, ben voyons, comment tu fais pour garder une shape de même dans la pandémie? Les gyms sont fermés, parce que ça faisait comme, mettons, là, on était rendu genre au mois d'août, puis la pandémie, c'est depuis le mois de mars, genre. Fait que là, j'ai fait, ben moi, je m'entraîne de la maison, là, ça change rien, tu sais. Là, comme, ben là, je veux faire ça, c'est quoi que tu fais, puis tout. Puis j'ai dit, c'est vraiment comme compliqué à expliquer, c'est pas comme des exercices que je pourrais juste te dire, fais 12 squats. Là. Fait que j'ai dit, à la place, je vais t'envoyer des vidéos de moi. Fait que pendant que je m'entraînais, je me filmais avec mon cellulaire, puis j'y envoyais des vidéos de moi qui s'entraînaient pour qu'elle reproduise la même chose chez elle. Okay. Puis là, c'est elle qui m'a encouragée, qui a dit, hey, moi, genre, je trouve ça vraiment le fun de tes entraînements, tu devrais en parler à ta communauté. Mais ma communauté sur Instagram, à ce moment-là, était genre en bas de 2000 personnes. Là. C'était pas une grosse communauté, là. Mais je me suis mis à prendre ces vidéos-là que j'enregistrais pour elle, puis à les mettre en plus petit format sur Instagram, comme en... Dans ce temps-là, il n'y avait pas de réel, mais comme un réel, mettons. Là. Fait que je publiais mes petits workouts. Puis là, ben, il y a des gens qui ont commencé à me dire qu'ils faisaient à la maison, puis tout ça. Puis là, ben, ça s'est parlé de bouche à oreille comme ça. Puis quand est arrivé le premier Noël, fait que là, on était en août, que mon ami me demande une vidéo. Le Noël suivant, on s'est fait confiner. Là, on ne pouvait pas du tout aller voir nos familles, puis tout. Ben, j'ai dit, OK, ben, tout le monde qui veut s'entraîner avec moi, je vais faire un petit groupe Facebook, puis transférez-moi 15 $, puis on va s'entraîner pendant 2 semaines ensemble. Je vais vous faire 5 workouts par semaine qu'on va faire en live sur un groupe Facebook. Il y a eu 52 inscriptions à mon groupe Facebook à ce moment-là. Puis moi, ça prenait juste ça. Là. Je te dis, là, après ça, moi, je croyais que genre, sky is the limit. Là. Comme, j'étais vraiment motivée. Là. J'étais comme, oh mon Dieu, il y a 52 personnes qui me font confiance, puis tout ça. Puis quand ça l'a fini, ce groupe-là, après ça, les gens qui étaient sur le groupe m'en redemandaient tout le temps. T'sais, c'était comme, oh mon Dieu, je veux refaire des workouts avec toi, je veux en refaire. Fait qu'au mois de mars, j'ai refait un autre programme comme ça. Puis là, ce que je faisais, c'est que j'ai eu la relâche, fait que j'avais congé, c'était correct. Mais après ça, les semaines que j'allais travailler, j'allais au bureau, là, mais je m'entraînais le matin avant mon travail en live sur Facebook. Puis après ça, j'allais travailler. Puis après ça, j'ai loué, parce que c'était trop petit chez nous pour faire ça, on voyait rien. Puis tout de suite, dans mon couloir d'appartement, c'était horrible. J'ai loué comme une salle de cours en groupe au Carrefour Multisport à Laval. J'allais là le matin, puis après ça, j'allais travailler à mon bureau à Laval.
Puis il y avait de plus en plus de monde. On devait être rendu genre 100 personnes, mettons, qui étaient sur mon groupe Facebook. Puis au mois de... C'est au mois de juin que j'ai pris la décision de démissionner. Puis j'ai créé ma compagnie, ma Inc., le 1er juin 2021. Donc un peu moins d'un an après avoir partagé mon premier vidéo avec mon ami, mettons. Puis j'avais décidé à ce moment-là que je ferais une app. Puis l'app est sortie en décembre 2021. OK. Puis là, quand j'ai sorti l'app... en fait, là, à ce moment-là, le monde s'abonnait à mon groupe Facebook. Puis quand j'ai sorti l'app, ils s'abonnaient à mon application, finalement. Puis l'application, tu l'as faite toi-même ou tu t'as passé dans le fond, par... moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai été sur Google, puis j'ai écrit application, communauté, live, entraînement, des mots-clés, là, tu sais. Puis j'ai trouvé des développeurs qui faisaient en sorte que j'avais... Puis moi, je voulais pas avoir une communauté comme ton sur Facebook, puis là, les gens s'entraînent sur l'app, je voulais que tout soit à la même place. Ouais. C'était vraiment important pour moi, parce que je me rendais compte que Facebook, pas tout le monde qui avait un compte Facebook. Puis sur Facebook, il y a plein de choses qui passent qui sont super comme toxiques, puis dans la culture des diètes, puis tout ça. Fait que moi, je voulais les enlever de tout ça. Donc, j'ai trouvé des développeurs qui faisaient des communautés en ligne, puis qui avaient l'option live sur leur application. Qui ont développé mon application c'est ça, c'est beaucoup... Ils te montrent comment développer toi-même. Fait qu'eux, ils te donnent comme la base, puis ils te disent voici ce qu'on peut te donner, mais c'est toi qui mets tout le contenu dessus, qui crée comme la fonction, comment ça va être, comment les gens vont cliquer sur les dossiers puis ouvrir les affaires, puis c'est toi qui le crée. Comme ça coûte moins cher, mais c'est moi, en l'espace de... Je les ai engagés au mois de septembre, puis l'app est sortie au mois de décembre, quand comme 4 mois, j'avais fait l'application. Ils ont sorti ça. Ouais. Puis tu sais, tu parlais de la culture des diètes. Puis on s'entend que c'est vraiment encore très présent, sinon plus, depuis que les réseaux sociaux prennent beaucoup d'ampleur. Ouais. Comment tu fais pour... Parce qu'on s'entend que toi, c'est vraiment pas ça que tu promouvois. Non. Sauf que comment tu fais pour prôner l'entraînement, l'alimentation saine, mais sans que ça tombe dans la toxicité? Oui, c'est vraiment difficile de faire du marketing que je veux faire sans puis attirer les gens. Okay? Parce que les fameux avant-après, les promesses de perte de poids, les plans alimentaires, tout ça, ça montre un quick fix qui est super attirant pour les gens. Puis moi, j'ai décidé que j'irais jamais dans cette direction-là. Vraiment, il n'y aura jamais d'avant-après. On va jamais te donner de plan alimentaire. Puis nous, dans le fond, comment qu'on fonctionne, c'est qu'on dit aux gens d'adopter des saines habitudes de vie. Puis les saines habitudes de vie incluent de manger du chocolat favori le samedi soir. Okay. Tu comprends? Fait que c'est comme des saines habitudes de vie, ça implique un mode de vie qui te rend profondément bien et heureuse. On essaye à 100% du temps. Mais si tu commences à faire des sacrifices qui t'enlèvent ta vie sociale, qui t'enlèvent tes soupers de famille, qui t'enlèvent tes soupers au resto, bien, c'est plus sain. Tu sais, c'est pas sain. Fait que moi, c'est facile parce que mon mode de vie à moi, il est sain puis il est équilibré. Donc, j'ai juste à prendre mon mode de vie puis à le partager. Puis c'est ça que je fais depuis le début, depuis que j'ai un compte Instagram que je mets des choses dessus, puis tout ça, je partage ce que moi, je fais. Mais ça a évolué parce que moi aussi, j'ai été influencée nécessairement dans le sens que moi aussi, je suis sur Instagram, puis je vois des choses passer, puis tout ça, puis plus j'avance dans le temps, plus je réalise, oh mon Dieu, cette chose-là, mettons, il y a 3 ans, que je pensais qu'il était correct, hey, c'est pas correct, finalement. Mais on évolue tous comme ça, puis on apprend, puis aussi, je m'entoure de professionnels, tu sais, j'engage des nutritionnistes pour être sur mon application, j'engage des gens que je trouve qui promouvoient un mode de vie qui est super sain, je fais de la diversité, tu sais, je dis aux gens, bouger en faisant un country and sweat, une danse en ligne, c'est autant valide que de faire un workout que tu vas soulever des poids puis suer ta vie, là, tu sais. Les deux sont valides tant que tu bouges puis que ça te garde une constance dans tes entraînements. Fait que je pense que ce qu'on fait, qu'on essaie de faire, c'est de transmettre ce que nous, on vit, notre façon de vivre, puis de le mettre aussi dans la simplicité, l'humour, rendre ça vraiment comme hey, la gang, ça peut être simple de prendre soin de soi. Là. C'est juste logique, c'est pas supposé être compliqué. Puis les gens voient ça compliqué parce qu'ils se sont fait dire que ça prend 30 jours de détox pour être correct, puis ça prend un plan, puis ça prend que tu manges une poignée de noix, puis ça prend ci, puis ça prend ça. Fait que là, ils se disent « Ah, mais là, il faut que je sois encadré, c'est bien trop compliqué d'être en santé. Mais à la base, là, la santé, c'est tout le monde devrait être en santé. T'sais, c'est comme la base... C'est la pyramide de Maslow, là, c'est la base. Là. C'est juste que les gens, ils rendent ça super compliqué dans leur tête. Là. Mais je pense qu'on est tellement influencé par plein de choses. Puis, tu sais, je veux dire, il arrive plein de circonstances à la vie qui font en sorte que tu peux, mettons, avoir un gain de poids. Là. Oui. Fait que, mettons que tu es en surpoids, je pense que c'est là que la toxicité te joue dans la tête parce que là, c'est comme je veux des résultats maintenant. Ouais. Je veux pas rester comme ça, je suis pas bien comme ça. Ouais. Puis tu sais, là, je parle de quelqu'un justement que c'est ça son souhait de perdre du poids, pas quelqu'un
qui est bien dans son corps et tout ça, mais quelqu'un qui est pas bien, je pense que dès que t'es pas bien dans ton corps, c'est ça qui devient problématique. Ouais. Tu fais quoi avec ces gens-là, mettons, qui vont t'approcher puis qui s'attendent à avoir des résultats rapidement puis qu'eux autres vont quand même couper, mettons, le chocolat favori le samedi soir? Là. Je les laisse me suivre pendant 1 an avant de changer dans leur tête. Je peux pas être leur entraîneur, malheureusement. Je vais jamais les satisfaire, ces gens-là. Ils vont toujours être déçus avec moi parce que c'est pas mon client cible. T'sais, moi, je me dis, il faut qu'ils se laissent influencer par moi pendant 9 à 12 mois, me suivre sur ma page Instagram, écouter mes podcasts, tout ça, avant de pouvoir devenir mon client. Puis j'accepte ça. Je te convaincrai pas de changer de mentalité en 2-3 DM. Là. C'est impossible. Fait que j'essaie de juste continuer de propager, qu'avoir mon contenu. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais moi, mettons, faire du contenu, des fois, je trouve ça rushant. Tu sais, je suis comme, ouf, c'est du travail, puis tout. Mais quand je reçois des témoignages que, grâce à moi, une personne a complètement changé de mentalité, que maintenant, elle s'aime dans son corps, qu'elle bouge pour le plaisir, puis ça a donné des résultats. C'est ça que les gens, ils comprennent pas, c'est que ça va donner des résultats. Ils pensent que je promouvois un message de juste s'accepter, puis de juste s'aimer comme qu'on est. Tu as le droit de vouloir changer, là. C'est vraiment correct. Comme, moi, mettons, j'ai jamais eu besoin, on pourrait dire, j'ai jamais senti le besoin de perdre du poids, par exemple, OK? Mais j'ai senti le besoin de vouloir être pas essoufflé après 500 mètres de course, mettons. Bien, j'ai compris que c'était pas du jour au lendemain que j'allais réussir ça. C'est comme ça prend de l'entraînement, d'une bonne alimentation, ça prend une constance dans le fait d'aller courir, puis de mettre mes souliers, puis ça, puis c'est pas facile, mais tu me dis, admettons, bon, ben je peux te donner une pilule magique, puis demain matin, tu vas pouvoir courir 21 km. J'apprendrai pas parce que ça me démontre pas que je peux m'accomplir de prendre cette pilule magique-là. Moi, le sentiment d'accomplissement, il est tellement profond quand justement, tu es passé de 500 mètres puis que 4 mois plus tard, tu cours un demi-marathon parce que tu t'es entraîné 4 fois semaine, tu es sorti dehors, tu as mis tes souliers, tu as bien déjeuné, tu t'es bien alimenté pour aller courir. La ligne d'arrivée, quand les gens traversent le 21,1 km, là, c'est pas la distance qui s'applaudissent, c'est tout l'entraînement qu'ils ont mis derrière. Mais oui. Fait que si quelqu'un, justement, veut des résultats en termes de perte de poids, ben selon moi, ce qui est satisfaisant, c'est tous les entraînements que tu as suivi ta vie, que tu t'es levé le matin, que tu t'es donné, toutes les fois que justement tu as cuisiné un bon repas, puis que tu t'es éduqué puis que tu as appris à force d'essayer. Fait que je pense que les gens, ils se rendent pas compte à quel point c'est beaucoup dans la tête. Puis pour ça, il faut que tu sois constamment en train de viser un mode de vie sain et non pas de chercher le quick fix. Parce que le quick fix, tu vas le chercher constamment parce que après l'avoir fait une fois, bon, ben parfait, je l'ai fait une fois, fait que maintenant, je vais juste retomber. Ça a été très, 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 très difficile. Là. J'ai sacrifié plein de choses. Là, je suis allée de me sacrifier, je suis arrivée à mon poids que je voulais. Bon, ben je vais retomber dans comme tout faire ce que je veux. Pas plus me sacrifier. Mais là, c'est une boucle sans fin. Là. C'est comme tu vas reprendre du poids. Puis là, ben, en plus, ça ralentit ton métabolisme de couper toutes ces affaires-là. Fait que là, dès que tu reprends un peu plus de calories, ton corps il est comme, oh, OK, je suis plus en famine, je peux stocker. Puis là, ben, c'est une boucle sans fin qui est épouvantable. Là. Mais je pense que les gens le savent de plus en plus. Mais je pense qu'ils se laissent quand même influencer quand ils voient des choses qui sont comme oh, ça pourrait fonctionner. Mais j'ai l'impression, je pense que toi puis moi, on a à peu près le même âge. Là. J'ai l'impression que notre génération à nous, on a eu des parents, je sais pas pour tes parents, là, mais en général, que tu sais, ils n'allaient pas vraiment s'entraîner. Puis ils disaient qu'on mangeait bien, mais on mangeait pas nécessairement bien. Alors que les générations plus jeunes que nous, puis tu sais, ceux qui vont avoir des enfants, mettons, dans les générations à venir, je trouve que c'est tellement plus inculqué, un peu comme l'alcool. Tu sais, l'alcool, là, je veux dire, moi, quand j'étais jeune, je buvais à tous les week-ends, tu sais, puis il n'y avait pas de limite, là. Aujourd'hui, je bois plus, mais pas parce que j'ai un problème d'alcool, mais parce que ça me tente plus de boire, parce que je sais que c'est néfaste pour moi. Puis je trouve que de plus en plus, ça diminue aussi la consommation d'alcool. T'es-tu d'accord avec ça? Je pense que c'est qu'on a plus accès à l'information. T'sais, dans le sens qu'avant, il n'y avait pas vraiment... En fait, cette information-là était... la nutrition, là, c'est vraiment un domaine qui est quand même nouveau. C'est même un domaine d'études qui est quand même nouveau. C'est pas si vieux que ça. Donc, je pense qu'avant, les gens... Puis aussi, nous, on a le privilège de choisir ce qu'on mange. Ça n'a pas toujours été le cas. Là. Avant, c'était tu manges que tu as. Là. C'est pas mal ça. Puis maintenant qu'on a le privilège de choisir, bien sûr qu'on fait des choix qui sont sains ou qu'on fait des choix qui sont pas sains, mais tout est disponible. Fait que rendu là, c'est là qu'il faut, vu qu'on nous met le choix, ben c'est là qu'il faut qu'on s'éduque. Tandis qu'avant, vu que tu n'as pas le choix, ben tu n'as pas à t'éduquer.
tu manges. Tu peux pas dire à ta mère, ben là, j'ai envie de manger de la salade, ça serait un petit peu plus sain pour moi. Ben tout ce que c'est des carottes, ma belle, fait que tu vas manger des carottes. Tu sais, fait que je pense que la différence, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup plus de choix alimentaires, beaucoup plus d'informations, accès à l'information, de la bonne et de la mauvaise, on va se le dire. Mais oui, effectivement, les gens sont plus conscients parce qu'ils s'éduquent plus, puis le bien-être aussi est plus important que la réussite de carrière, la réussite... Tu sais, je vois les gens, justement, de la génération un peu plus jeune que nous, que eux là, ils vont dire à leur employeur comme, ben aujourd'hui, je me sens pas bien. Fait que ça se peut que je doive rester à la maison, par exemple, parce que mentalement, je vais pas bien. J'aurais jamais dit ça à mon boss. Jamais, jamais dans 100 ans, j'aurais pu dire ça à mon boss. J'aurais fait, ben non, il va... Je veux pas qu'il sache que je vais pas bien. C'est comme... Comment on pourrait dire ça, tabou que j'aille pas bien. Puis de deux, voyons donc, il va me renvoyer si je dis que je vais pas bien, puis tout ça, tu sais. Fait que je pense que le bien-être est beaucoup plus important dans la génération après la nôtre, mettons. Ils sont plus informés de ça, sont plus informés des impacts que ça peut avoir sur leur quotidien que nous, on l'a été, puis que nos parents encore moins, là, tu sais. Puis je pense aussi que nos parents, tu sais, moi, mettons, mon grand-père, OK, toute sa vie a joué au badminton puis a fait du vélo. Pas pour sa santé, pas pour perdre du poids, juste parce qu'il aimait ça, faire du sport. Je pense qu'on a comme, nous, notre génération à nous, on a perdu de vue le juste plaisir de bouger. Ouais. C'était devenu juste un objectif de définition de nos muscles, de notre shape, d'avoir un certain physique. Tandis que la génération avant nous, c'était le plaisir de bouger. Puis j'ai l'impression que la génération après nous, c'est revenu le plaisir, mais surtout, on dirait que c'est comme bouger de la bonne façon. Ils cherchent une manière qui est la meilleure façon pour leur bien-être mental. C'est comme si c'était super calculé, là, comme comment je peux maximiser mon bien-être. Bon, ben le pilates serait mieux pour mon bien-être que d'aller au gym. Non. Ce qui est mieux pour toi, c'est ce qui te fait du bien à toi, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas la dernière mode là, qui est le mieux pour toi, là, tu sais. Je pense qu'on a comme un peu tout compliqué les affaires en ayant trop de choix, trop d'informations. Puis que c'est pour ça que nos parents, eux, c'était comme, ben c'est simple, genre, c'est ça qui est dans mon assiette, c'est ça que j'ai accès, c'est ça que je vais manger. Oui. Puis c'est vrai, qu'est-ce que tu dis par rapport à faire du sport, que quand on était plus jeune, tu sais, moi, mettons, là, j'allais faire du vélo pour le plaisir. Mais oui. Tu sais, je veux dire, j'allais au parc, je courais avec mes amis, mais la majorité des enfants ont fait ça, on s'entend. Oui. Sauf que c'est comme si en vieillissant, tu fais plus ces choses-là. Ouais. Là, ça devient il faut que. Mais tu sais, dans le fond, les générations après la nôtre, moi, je trouve que c'est une bonne chose qui promouvoit le bien-être parce que je trouve qu'on a tombé dans une... Tu sais, mettons, la génération de nos grands-parents, nos parents, puis même un peu la nôtre, on a tombé dans un excès de « il y a que le travail Puis je trouve ça super correct qu'on soit des personnes qui, mettons, ambitieux, des personnes, tu sais, qui travaillent fort pour obtenir des résultats, mais je pense que c'est important de se dire qu'il n'y a pas que ça. Mais en fait, c'est qu'on est voué à l'échec si on fait que ça. C'est comme si tu minimises l'importance de ton bien-être, un moment donné, tu vas faire un burn-out, un moment donné, tu vas plus être motivé, un moment donné, tu seras plus capable d'avoir autant de succès dans ton travail parce que tu n'auras plus de productivité si tu prends pas soin de toi. Fait que j'ai l'impression qu'on va frapper un mur si on vise juste le succès puis l'ambition, puis qu'on oublie de prendre soin de nous autres. T'sais, on le voit, là, les gens qui pètent aux frettes là, parce que justement, ils prennent pas du temps pour eux puis pas soin d'eux, mais c'est contre-productif. Là. Si tu veux une tangente comme continuellement vers le haut puis avoir du succès continuellement vers le haut, il faut que dans ce parcours-là, tu prennes soin de toi. Là. Parce que sinon, ça ne sera plus vers le haut. Là. Il va y avoir un mur puis ça va retomber bien plus vite que ça a monté. Oui. Fait que c'est ça. Je trouve que moi aussi, c'est important. Puis je suis contente de voir que la génération d'après nous, en tout cas, de ce qu'on voit, ils ont l'air de prioriser leur bien-être pas mal plus que nous, on le fait. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, nous, je pense que pour certains, on recommence à essayer de le faire, mais tu sais, ça devient difficile quand tu as été éduqué d'une façon, mais aussi quand tu as perduré une habitude pendant tellement longtemps que là, il faut que tu changes du jour au lendemain, mais je pense qu'on fait quand même des beaux efforts. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du fait que les gens disent que bien manger, ça coûte cher? T'es-tu d'accord avec ça? Mon Dieu. On dirait que... OK. J'ai un très gros privilège qui est de pouvoir, comme, mettons, aller à l'épicerie sans me soucier de combien ça coûte. Okay? Genre, je vais à l'épicerie, puis je suis une personne que pour manger varié, ben, je mange ce qui est en rabais. Fait que ça fait en sorte que je mange tout le temps différemment parce que je mange le fruit qui est en rabais, le légume qui est en rabais, puis c'est comme ça que je varie mon alimentation.
je trouve que c'est comme aussi une question de où que tu vas acheter tes affaires. Là. Comme moi, j'irai pas au IGA. Je suis désolée, IGA, là, je vous aime beaucoup, mais vous allez jamais pouvoir me commanditer malheureusement. Là. Je trouve que ça coûte beaucoup trop cher. OK? Moi, je vais chez Maxi. Je vais à la fruiterie du coin. Je vais à la fruiterie 440 à Terrebonne. OK? Puis ça coûte vraiment moins cher. Je pense que c'est une question de choisir où que tu achètes tes choses, d'acheter en rabais. Puis je pense que c'est une question de préparation aussi. Puis les gens, mettons, s'ils accumulent vraiment le vrai coût, mettons, à la fin de la semaine ou du mois, de combien ça leur a coûté en épicerie, puis en à côté. Parce que, mettons, si t'es pas préparé au niveau de ton souper, là, t'as pas fait une petite préparation, tout ça, mais ça se peut que le mercredi soir, va chercher du resto, là, j'ai pas eu le temps de préparer rien, puis tout ça. Puis là, ils comptent pas ça dans leur facture, comme, puis ils disent que manger santé, ça coûte, manger sainement, ça coûte plus cher, mais ils ont pas compté comme le fait que le resto va coûter beaucoup plus cher, finalement, que leur repas qu'ils auraient pu cuisiner à la maison. C'est juste qu'ils ont pas pris le temps de préparer, puis c'est correct. On a toutes des... Tu sais, moi, je mange du WeCook 3 fois par semaine parce que j'ai pas le temps de faire. En fait, j'ai pas envie de faire 7 repas par semaine, OK? Puis c'est un choix, puis c'est une décision financière que j'ai prise parce que j'ai le privilège de pouvoir la prendre. Mais on dirait que j'aimerais ça faire l'exercice, genre. Puis aussi, admettons, en termes de le nutriment que j'apporte à mon corps, dans le sens que je pense que ça va coûter plus cher plus tard, tout l'impact de la mauvaise nourriture que je me mettrais dans mon corps. Fait que je trouve que c'est un investissement de bien manger et non pas une dépense. Tu sais, le jour que, comme, justement, mettons, une perte de confiance en soi à cause que tu manges tout le temps mal, puis t'es pas bien dans ton corps, t'as des gonflements, t'es tout le temps bloqué, puis tout ça, je trouve que ça coûte cher après ça en essayer de renverser le problème. Tu vas vouloir engager des entraîneurs, engager un nutritionniste, tu vas vouloir peut-être même voir un psychologue parce que niveau psychologique, ça marche pas. La nourriture a un immense impact sur notre santé psychologique et notre santé physique. Puis là, de vouloir renverser le problème, je pense que ça coûterait plus cher. Donc, je pense qu'il faut le voir comme un investissement de bien manger. Puis il faut faire justement des choix conséquents quand on va à l'épicerie. Aller aux bons endroits où ça coûte moins cher, manger en fonction de la saison, manger des trucs congelés. Là. Les trucs congelés, il n'y a rien de meilleur parce que ça a été mis dans le congélateur au moment le plus optimal au niveau nutritif de la nourriture. Fait que c'est pas vrai qu'il y a moins de nutriments dans de la nourriture congelée, c'est l'inverse. Ils sont pris au pic de leur moment nutritif, mettons. Là. Fait que manger du congelé, décongeler des fruits quand c'est pas le temps. Quand c'est pas le temps des fraises, là, moi, je mange pas de fraises. Là. Je mange des fraises congelées. Oui, ben, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, je trouve que les fraises l'hiver, là, ils goûtent le Windex. Là, ben, c'est ça. Fait que moi, je mange pas de fraises fraîches l'hiver. Là. Je mange des fraises congelées, puis ça me convient. Là. Fait que je pense que c'est de faire des choix qui sont comme un peu plus logique par rapport à ça. Puis de voir ça comme un investissement pour soi. Là. Mais tu sais, je suis vraiment d'accord avec ça. Mais même, mettons, si on compare juste 2 factures d'épicerie, là, moi, je suis pas d'accord que de manger sainement, ça coûte plus cher. Mais je n'ai jamais essayé de manger pas sainement. Fait que je pourrais pas te répondre. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, je suis pas une personne qui mange pas sainement, mettons, en général. Mais dès que tu commences à mettre des trucs transformés, mettons, là, je parle de... C'est sûr que moi, je mange pas de viande. Peut-être que ça réduit ma facture d'épicerie, là. Je veux dire, je suis végétarienne, sauf que dès que tu commences à mettre des chips, des ça, un sac de chips, c'est rendu 8 $. Ça n'a pas de bon sens, puis c'est vide. Ben, Ils mettent 4 chips dans ton sac de chips, ça me fait capoter. Mais je pense que j'ai jamais fait d'épicerie pas saine. Fait que je sais pas c'est quoi la facture d'une épicerie, mettons, pas santé. Je sais pas c'est quoi. Fait qu'on dirait que j'ai de la misère à comme concevoir c'est quoi. Puis moi, un repas complet, ça peut pas être des frites puis des mecs croquettes, OK? Genre ça. Fait qu'on dirait que moi, mettons, penser que des croquettes de poulet puis des frites, c'est un repas, ça me rentre pas dans la tête. Fait que moi, quand on me dit, c'est sûr que la maman, mettons, qui a pas beaucoup d'argent, tout ça, elle va mettre dans l'assiette de son enfant des croquettes, des frites. Mais je suis comme, OK, je suis pas dans sa position. Fait que je sais pas c'est quoi. Mais pour moi, ça, c'est pas comparer des pommes avec des pommes. Parce que c'est pas un repas complet des frites puis des croquettes comparativement, mettons, du poulet, du riz puis whatever what. C'est pas un repas complet. Fait que je peux pas le comparer ensemble. C'est un repas de, malheureusement, quelqu'un qui n'a pas le privilège de pouvoir bien s'alimenter. Mais si tu as le privilège de pouvoir choisir puis que tu as les sous pour te payer comme les deux, mais moi, je suis comme toi, je sais pas. Parce que j'ai pas fait l'exercice. Je suis jamais allée en épicerie prendre mon panier puis aller genre juste mettre des trucs transformés dans mon panier. Jamais. Mais pour le fun, là, tu devrais juste regarder les prix. Parce que je suis convaincue que ça revient plus cher. Moi non plus, j'ai jamais fait ça, de faire une épicerie juste de la junk, mettons. Mais ça reste que quand tu regardes le prix, mettons, des croquettes, c'est 15$ une boîte. T'en as pas tant que ça là-dedans. Là. T'as quoi, un repas? Tu sais, fait qu'en bout de ligne, c'est certain que moi, je pense que ça devient... Peut-être que manger sainement vient un peu plus cher, mais
Mais parce que les gens voient sainement, genre de manger de la spiruline, puis du champignon séché, puis whatever. Manger sainement, là, c'est bien simple. C'est de manger le plus de légumes puis de produits qui viennent de la terre possible, dans le plus de variétés possible. Manger suffisamment de protéines, que ce soit végétarien ou avec de la viande. C'est pas supposé être compliqué de manger sainement. C'est que le monde voit ça comme qu'ils doivent aller acheter leurs petites poudres puis leurs petites affaires chez Avril, puis tout, t'es pas obligé, là. Comme c'est pas ça, là, manger sainement. Puis aussi, le plus gros problème que je vois, c'est le gaspillage alimentaire. Là. Comme les gens font tellement de gaspillage. Moi, je suis une personne qui réutilise tellement les affaires, c'en est une chicane à la maison quasiment. Okay? Oh ouais. Moi, mais mon chum aussi est rendu comme moi parce qu'on vit ensemble depuis 5 ans et demi, fait qu'il a comme été habitué, là, mais je ne gaspille rien. Genre, moi, mettons, on a fait des tacos lundi, OK, puis il est resté trop de dinde hachée dans... Toute la semaine, je me suis fait des œufs avec de la dinde hachée pour déjeuner. Parce que je ne voulais pas gaspiller le restant de dinde hachée qu'on avait. OK, puis j'avais déjà prévu mes soupers. Fait que moi, je me suis sacrifié entre guillemets, puis j'ai mis de la dinde hachée dans tous mes déjeuners dans mes œufs pour pas les gaspiller finalement. Je suis une anti-gaspilleuse. Puis je pense que le gaspillage, c'est ça qui fait que les gens trouvent que ça coûte cher, principalement aussi. C'est sûr. Non, je suis vraiment d'accord. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, c'est une belle valeur aussi de ne pas gaspiller. Mais oui. Tu sais, on s'entend que même si tu as les sous pour te nourrir, je veux dire, ça veut pas dire d'acheter en fou puis de ne pas regarder ce que tu achètes puis de tout jeter après. Exact. Là, mais en fait, les gens qui deviennent le plus riches en travaillant le moins, c'est ceux qui, justement, gaspillent le moins leur argent puis gaspillent le moins comme tout ce qu'ils ont, finalement. C'est comme, tu peux être super riche puis, justement, mais tu vas travailler comme un fou, mettons. Mais moi, j'aime mieux dire, bon, ben, je veux rentabiliser mon temps, rentabiliser ce que j'achète, l'utiliser au maximum avant de le changer, des choses comme ça. Là. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en tant que propriétaire d'entreprise? Je dirais... Mais j'ai déjà dit que c'était comme les humains, mettons. J'avais déjà dit ça dans le passé qu'on m'avait posé la question. Mais cette année, ça n'a vraiment pas été le cas. T'sais, j'ai pas trouvé que la gestion d'humains était difficile. Je pense que je me suis vraiment bien entourée. Puis je trouve ça de plus en... ça va faire 4 ans que j'ai mon entreprise au mois de juin. Puis j'ai su comme mieux m'entourer avec le temps. Mon Dieu, cette année, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Mais je pense que c'est que tu veux comme tout le temps être là. Tu te sens comme indispensable. Puis c'est tough de penser au fait que, mettons, c'est comme laisser son enfant à quelqu'un d'autre, genre faire garder son enfant, puis là, se dire comme, c'est sûr qu'il va s'ennuyer de moi, c'est sûr que ça marchera pas sans moi, c'est sûr qu'il va faire de l'anxiété sans moi. C'est comme si mon entreprise, sans moi, je sens qu'elle pourrait pas fonctionner. Fait que je me mets beaucoup de pression à être dans tous les projets. Tu sais, je suis pas du tout micromanagement, moi, au contraire, genre, je veux déléguer, je sais que je suis pas compétente dans certaines choses, puis je veux déléguer, mais on dirait que si je chapeaute pas, ben je vois que ça fonctionne moins bien. Puis là, je fais comme, merde, genre, on a encore besoin de moi. On a encore besoin beaucoup de moi. Puis moi, mon objectif, c'est quand même que mon entreprise puisse comme fonctionner d'elle-même, avoir des bonnes personnes, puis que ça fonctionne de soi-même. Mais je pense que c'est un travail de longue haleine, puis que je veux ça fait juste 3 ans et demi que j'ai mon entreprise. C'est comme je voudrais tout de suite ce que les gens ont après 10 ans. Comme, je voudrais qu'elle roule tout seule, puis qu'elle n'ait pas besoin de moi, puis que moi, je sois là juste pour comme être l'image de l'entreprise. Puis ça, mais c'est sûr que ça ne fonctionne pas comme ça pour l'instant. Fait que je mets beaucoup de pression à chapeauter, puis à être présente. Puis aussi, justement, je commence à avoir beaucoup de monde dans mon entreprise, beaucoup de clients, puis tout ça. Puis des fois, je sens que je n'accorde pas assez de temps à tout le monde, mettons. Je me sens comme, j'ai pas le temps, malheureusement, là, de faire un meeting par semaine avec tout le monde avec qui je travaille. Là, c'est juste impossible, tu sais. Fait que c'est ça, je trouve que des fois, je me sens comme, pas assez présente pour tous les gens qui sont présents pour mon entreprise, mettons. Trouves-tu ça difficile de faire la balance pour être capable d'avoir aussi ta vie à toi, mais vraiment sans le travail? Es-tu capable des fois d'avoir des journées que aujourd'hui c'est moi tout seul? Oui. Tu sais, mettons, je suis partie en Afrique pendant 3 semaines. Là. Puis j'ai peut-être ouvert comme mon ordinateur genre 4-5 fois. Là. Fait que vraiment, j'ai pensé à moi. Je voyageais avec mon chum. On a des journées complètes là, que je faisais vraiment juste comme enjoy mon voyage. La plupart de mon voyage, c'était ça. Fait que oui, je suis capable, puis même je me l'oblige. Là, je me dis, OK, bon, là, ce dimanche, comme je touche pas à mon ordi, je pense pas du tout à ça, ça ira lundi, puis personne va mourir parce que comme ils ont un bug de quoi que ce soit. Je peux savoir des codes 18, le code 10. Quand la personne n'arrive pas à faire quelque chose, mais c'est elle qui... je suis comme, ça ira lundi. Un moment donné, comme toute autre entreprise, on a droit à des jours off. Puis moi, je veux vraiment les employés aussi prendre leurs jours off. Donc, je suis capable, puis je trouve ça important. Puis ça permet... C'est aussi donner l'exemple, dans le sens que moi, j'arrête pas de dire que la vie, il faut que ce soit un équilibre. Ton bien-être, c'est pas juste ton entreprise. Puis tout. Mais je le réussis vraiment, vraiment, vraiment plus depuis que je me suis justement...
comme entourée de bonnes personnes que je fais confiance, je te dirais qu'il y a 2 ans, j'aurais jamais pu dire ça. Puis là, maintenant, oui, je suis capable de prendre des journées complètes, des soirées complètes, des mêmes fins de semaine de 4 jours que je m'en vais à pêche, j'ai pas de réseau. Là, puis ça va très bien. Là. Les gens qui travaillent avec toi, c'est des employés à temps plein ou c'est des contractuels? J'ai une employée à temps plein, que c'est son seul salaire, puis sa seule job, c'est avec moi. Sinon, j'ai plein de travailleurs autonomes contractuels que, mettons, elle fait 15 heures semaine pour moi, puis d'autres choses ailleurs. Fait que, mais une employée à temps plein, oui. Est-ce que ça a été stressant, ce processus-là, de commencer à avoir des employés, des gens à ta charge qui ont besoin de ce salaire-là, mettons? C'était mon rêve, honnêtement. Ah ouais? Ouais. Moi, c'était comme... j'avais hâte de dire que je pouvais avoir quelqu'un, justement, que je lui fais vivre le rêve de Constance avec moi. Parce qu'elle dit tout le temps, là, comme travailler avec moi, c'est sa job de rêve, puis c'est sa vie de rêve, puis tout ça. Fait que, puis il y a tellement de monde qui me demande de travailler pour moi, puis j'aimerais tellement ça pouvoir leur dire oui. Fait que moi, c'est mon rêve de pouvoir comme faire travailler le plus de gens possible dans quelque chose qu'ils aiment. Puis s'ils aiment Constance, comme qu'ils le disent, puis tout ça, j'aimerais tellement ça leur donner toute une job. Là. Parce que maintenant, il n'y a pas des besoins pour tout le monde. Là, non, c'est ça. Fait que moi, je veux que si je te fais travailler pour moi, que tu te sentes épanoui. J'ai pas envie de te faire quelque chose qui n'est pas dans ton zone de génie. Mais non, j'ai adoré ça, surtout quand tu trouves la bonne personne. Puis que, tu sais, moi, mon employé, c'est devenu ma bestie. Là, c'est comme, c'est pas juste mon employé, pas du tout, en fait. Là, c'est, tu sais, elle est vraiment présente dans ma vie pour plein d'autres choses. C'est quand on fait notre meeting du lundi, il y a 30 minutes au début du meeting que c'est de parler de notre fin de semaine. Là, fait que c'était mon rêve d'amener des gens dans mon entreprise. Fait que ça n'a pas été difficile. Au contraire, ça a été comme un bel accomplissement, mettons. Là. Mais tu vois, ça aussi, je trouve ça sain d'être capable d'avoir un 30 minutes en début de meeting, mettons, où est-ce que tu parles de tes trucs. Pas juste de tout le temps être dans la performance. Ouais. Je trouve ça super. Est-ce que tu trouves ça difficile, des fois, de garder la motivation, mettons, de tout ce qu'il y a à faire? Parce qu'on s'entend que tu fais pas juste t'entraîner là, avec ton application. Tu as les réseaux sociaux, comme tu disais. Il y a beaucoup à faire derrière. Ouais. Trouves-tu ça dur, des fois? Tu sais, m'entraîner, là, c'est littéralement comme ton total, là, avec tout le... Je me prépare, blablabla. C'est genre 3 heures par semaine, là. Parce que je fais 4 lives de 30 minutes par semaine. Fait qu'au total, je rajoute une petite heure là, pour dire que... Fait que c'est rien, là. C'est comme... C'est une minime partie de ma job. Me motiver à travailler, mettons, moi, j'ai tout le temps hâte de travailler. Okay? Tous les jours, je me lève puis j'ai vraiment hâte de travailler. Ce que je trouve difficile, en termes de motivation, c'est comme... justement, comme quand tu vois tout ce qu'il y a à faire. Tu sais, faut vraiment que je sois organisée. Fait que là, ce que je fais, c'est que je place par comme priorité. Aujourd'hui, c'est quoi la priorité? Cette semaine, c'est quoi la priorité? Puis de sélectionner aussi comme où que tu peux mettre ton énergie puis où que tu peux plus le mettre. T'sais, comme au début de l'année, j'ai fait plein de vlogs sur YouTube. J'avais cette énergie-là, j'avais ce temps-là. En ce moment, je suis comme, je sais pas quand est-ce que je pourrais vlogger. Là. Comme, j'ai pas cette énergie-là. Je reviens de voyage. Mes boîtes courriels sont pleines. Mon père m'écrit tantôt, ouais, t'as-tu vu mon courriel? Oui, je l'ai vu, mais j'ai pas eu le temps de répondre. Comme... Fait qu'il y a des phases pour tout. Faut juste que tu mettes tes priorités à la bonne place puis que tu décides quand est-ce que tu fais des vlogs YouTube, quand est-ce que tu fais des podcasts. T'sais, maintenant, il y a une période de ma vie où j'ai arrêté pendant comme 4 mois de faire des podcasts. C'était jamais arrivé. T'sais, j'avais toujours fait des podcasts tous les lundis puis tout ça. Il faut que tu respectes tes limites puis tes priorités puis tes phases de ta vie. Quand je vais avoir un enfant, là, je pourrais pas en faire autant qu'aujourd'hui. Puis ça, je le dis tout le temps aux gens. Tu sais, quand les gens me disent « Mon Dieu, t'en fais donc bien, comment tu fais? » Puis ça, je réponds toujours la même chose. Je suis pas maman. Je suis pas maman, puis je suis consciente de ça. Puis c'est le temps de hustle. Puis plus tard, ça va être le temps d'être une maman. Puis ma vie va être complètement différente. Le temps mis dans le travail va être complètement différent. Je vais juste revoir mes priorités. Je vais continuer à avoir une entreprise, mais j'aurai peut-être plus justement autant de temps pour YouTube, autant de temps pour les réseaux, autant de temps pour TikTok. Mais c'est des choix rendus là. Puis moi, c'est juste, je me dis, il faut que je vois mes priorités. Fait que le défi, c'est plus de comme classer tes priorités, mettons, puis de dire, ce projet-là, il est dessus, fais-tu partie d'une priorité? Puis priorité, pas juste pour toi, mais comme pour tes clients, tu sais, il va t'amener une plus-value à tes clients ou pas du tout, puis t'es mieux de comme le laisser faire, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est de jongler avec les priorités plus que de se mettre de la pression face à tout ce qu'il y a à faire, là. Oui, je comprends. On arrive déjà à la fin de l'épisode. On va aller... Ben oui. On va aller poursuivre la discussion dans l'après-show, l'inspiration continue. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, le lien va être dans la description. Sinon, je vous remercie d'avoir été là, puis on va se voir dans un prochain épisode. Bye tout le monde!